Oui, bonjour à tous. Donc, je pense que c'est nous qui introduisons. Allez, on y va. Donc, nous, on est sur l'hôpital marin à Hendaye. On est trois là pour pour accompagner Julie dans la présentation. Moi, je suis docteur Amour, donc je suis responsable du centre de référence Prador là sur le site d'Hendaye. Julie Tricot qui est psychologue clinicienne et Virginie Laurier qui est notre attachée de recherche clinique. Voilà. Donc, nous, on travaille avec des patients simplement pour présenter très très vite ce qu'on fait qui sont atteints d'obésité de cause rare et principalement de syndrome de Prader-Willi. On fonctionne en mode SSR, donc c'est des séjours chez nous d'un mois répétés. On accompagne les patients tout au long de leur vie. Voilà, c'est pour ça qu'on vit avec eux et on a une quarantaine de lits qui est ouvert à l'année pour ça. Voilà, une pathologie, puisque tout le monde ne connaît pas forcément une pathologie neurodéveloppementale chez nos patients qui atteignent comme tous les autres patients atteints de différences fonctionnelles qui ont finalement une manière évidemment très particulière d'être au monde et un fonctionnement psychique donc aussi très particulier, avec donc des troubles des habiletés sociales et dans la compréhension des codes sociaux. Et bien sûr, un besoin particulier et très important aussi de lien social et d'amour à tout âge. C'est un petit peu ce dont on va vous parler. Voilà, on fait nous ici, donc on a beaucoup de travail sur des groupes d'ETP, d'éducation thérapeutique. On travaille sur des groupes émotions, sur des groupes communication, et puis on se pose aussi de la question tout le temps dans nos prises en charge quotidiennes sur leur vie affective. Voilà, je m'étends pas plus et je passe la main à Julie Tricot. Bonjour. Ah, il y a une question dessus. Oui, excusez-moi, juste, vous Pardon. pouvez vous présenter, Julie, après. Je voulais juste, j'ai oublié de dire, en fait, sur cette série webinaire, on propose aux parents de, j'ai le petit message de Caroline, d'ouvrir avec un témoignage. Et aujourd'hui, c'est Christelle Ah, Delhomme de l'Alliance Dravet, voilà. c'est Donc, ce qu'on juste, pensait, ouais. une fois que Pardon. Julie, que vous serez présentée, si on peut laisser la parole à, voilà, à Christelle pour sa petite intervention. Désolée de vous l'oublier. Merci. C'est bon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Christelle Delolme, je suis la maman d'un jeune de 20 ans. Vous m'entendez tous, c'est bon? Oui, on vous entend, Christelle. Ouais. D'un jeune de 20 ans qui est atteint d'un syndrome de Dravet. Le syndrome de Dravet, c'est une épilepsie sévère, invalidante et pharmacorésistante. Et le sujet de la vie affective et sexuelle m'a intéressée, et plus particulièrement le thème d'aujourd'hui, le besoin de lien social et d'amour à tout âge. En effet, j'ai mon fils, du fait de sa maladie, il a toujours été très câlin et très tactile. Il a besoin de serrer les gens dans ses bras, depuis tout petit. C'est comme ça. Alors, cela fait plaisir et c'est très mignon, de recevoir des câlins d'un enfant, pour la plupart des gens, hein. Mais l'enfant, il grandit et aujourd'hui, un jeune de 1,75 m qui veut faire un câlin à quelqu'un qu'il connaît à peine dans un magasin, par exemple, c'est moins perçu comme attendrissant, bien évidemment. Dans la famille ou auprès des amis, ça pose pas de souci et nous avons appris à mon fils, de distinguer à qui on fait la bise, à qui on serre la main, à qui on adresse juste un bonjour, sans que cela soit accompagné d'un geste tactile. Mais il faut reconnaître que si nous voulons qu'il respecte les consignes, il faut lui répéter, sur tout moment où on va croiser du monde, il faut lui répéter sans cesse, de pas les consignes qu'il faut ou pas, faire. Jusqu'à un certain âge, je ne m'étais pas posé la question des relations affectives parce que ou amoureuses de mon fils, car pendant l'enfance, les nécessités de soins étaient très importants et prenaient toute la place. Les hospitalisations à répétition, les rendez-vous médicaux, paramédicaux, voilà. Mais nos enfants grandissent et plus vite qu'on ne le pense, en fait, et ils aspirent eux aussi, comme tout à chacun, à entrer en relation avec d'autres personnes que papa, maman, frère, sœur, papi, mamie, tonton, tata, et cetera. À cause de son intellect défaillant, il lui est difficile de comprendre et d'intégrer, la notion de consentement de l'autre, quand il souhaite faire la bise ou un câlin à quiconque. Alors à force de travailler sur le sujet, on y arrive, mais cela reste quand même délicat. Je me pose beaucoup de questions sur le bon équilibre entre le protéger, à cause de sa vulnérabilité, protéger ceux qui peuvent être l'objet de son désir, même s'il n'est qu'amical, et lui accorder un peu de liberté. Pour nos enfants en situation de handicap, le besoin de lien social existe tout autant que pour les autres, mais il est plus difficile de le mettre en œuvre car l'intégration dans une école, un centre de loisirs, le sport, les colonies de vacances, ça relève un peu du parcours du combattant. Il faut déjà se battre pour tout ce qui est du médical et paramédical. Alors rajouter le lien social et affectif à tout cela, c'est compliqué. Alors c'est compliqué, mais pourtant nécessaire.
En tant que parent, comment puis-je aider mon enfant à faire perdurer ce lien affectif dans le sens large du terme, sans porter préjudice à ceux sur qui mon fils a jeté son dévolu, par exemple, plaquer une fille contre un mur pour l'embrasser, sans le frustrer profondément non plus, en lui accordant un peu de liberté et en respectant aussi les comportements adaptés. Si l'un n'est pas d'accord, on s'abstient. J'espère que ces webinaires pourront répondre un peu à ces questions que je me pose et m'aider à accompagner mon fils dans un certain épanouissement affectif, voire amoureux. Merci de votre écoute. Merci Christelle. Julie, Fabien, je vous propose de reprendre la parole si vous voulez bien. Merci beaucoup pour cette introduction parce que vous reprenez vraiment, avec votre expérience de maman, vous reprenez vraiment tous les aspects sur lesquels on est amené à accompagner les adultes que l'on accueille ici à l'hôpital Marin. Alors moi aujourd'hui, du coup, je ne vais pas vous parler forcément de notre spécificité et notre pratique, mais comme j'introduis ce cycle de conférences, du coup, on m'a demandé de parler du lien social d'une façon générale et de ce lien d'amour et sous l'aspect du besoin, sous l'angle du besoin. Donc, je vais essayer d'introduire avec vous et de vous donner des éléments de réflexion et de compréhension un peu plus larges. Et puis peut-être qu'après, dans la discussion, on pourra revenir sur des points plus précis sur lesquels voilà, il y aurait besoin de réfléchir peut-être sur des outils d'accompagnement plus clairement. Donc, le besoin de lien social et d'amour à tout âge. D'abord, ça questionne sur la définition du lien, de la relation affective, la notion de besoin. Donc, je vais d'abord revenir sur ces différentes notions avant de me focaliser par la suite sur cette notion de l'adolescence et de la transition de l'adolescence qui amène finalement, qui est cette porte d'entrée avec la puberté et l'introduction du coup de la sexualité et de nouveaux risques et dangers. Donc dans un premier temps, on va réfléchir ensemble à qu'est-ce que signifie le lien. Donc en français, le lien, ça renvoie aux notions de liaison, de relation, d'attache et déjà d'entrave. Et avec l'informatique, c'est la notion de connexion qui est introduite. Donc, on voit bien que d'emblée, le lien est ce qui se constitue de par la présence de l'autre et non de l'absence de l'autre. En psychologie, le lien, il est abordé directement sous l'angle du lien affectif et il va s'exprimer sous la forme d'un comportement d'attachement qu'un individu va montrer pour une autre personne et dans l'objectif de rester à proximité de cette autre personne. Et donc rapidement, on va définir les différentes formes, les différents types de liens, des liens parentaux, des liens filiaux, fraternaux, intergénérationnels, transgénérationnels, amoureux, haineux, amicaux, sociaux. On voit bien comment après, les différents domaines de la vie vont être déclinés au travers des liens. Qu'est-ce qu'il en est au niveau des besoins? Qu'est-ce qu'on entend par besoin? En fait, dans les besoins élémentaires, la notion de relation, elle vient au premier plan. L'être humain, pour être un être humain, a besoin d'être en relation. Sans relation, l'être humain soit ne peut pas survivre, soit va vivre, mais dans la folie ou dans la souffrance ou en développant des pathologies graves. Donc, on voit bien comment déjà la notion de relation et de lien est imminente à la naissance de l'être humain. À côté de ça, en parallèle d'être en lien très rapidement dès sa naissance, on a besoin de pouvoir s'enraciner, appartenir à un groupe, donc à une famille, à une société. Et l'être humain va avoir besoin de développer une identité, de pouvoir apprendre à dire « je ». Il y a toutes les phases du développement de l'enfant, où on passe d'abord par la fusion, et progressivement, l'enfant va s'autonomiser et va pouvoir intégrer qu'il est différent de sa figure d'attachement, qu'il existe de façon plus autonome et indépendante. Et à partir de là, il va avoir besoin aussi d'un cadre d'orientation, c'est-à-dire qu'il va devoir aussi pouvoir s'orienter dans sa vie, commencer à faire des choix, avoir une représentation de ce qu'il veut vivre.
Donc, nos besoins élémentaires sont directement en lien avec cette notion de lien social et d'attachement. Le besoin en psychologie, ça renvoie à la notion de manque. Alors, c'est soit un manque total, soit un manque partiel de quelque chose qui va être important pour la personne, pour sa survie et son bien-être. Cependant, on voit bien que tous les types de besoins ne sont pas identiques et tous n'auront pas la même insistance à être satisfaits. Maslow, qui est un psychologue américain, a commencé à étudier une théorie pour essayer de classifier et d'expliquer les besoins et les désirs qui étaient liés au comportement humain. Et donc, il a constitué une théorie qui est une théorie hiérarchique du besoin parce qu'il va hiérarchiser comme ça différents besoins en fonction de leur importance. Et rapidement, avec la notion de besoin, c'est la notion de motivation qui va sous-tendre le besoin. Ce qui va définir le besoin, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre entre ce que nous voulons et ce que nous avons. Du coup, de là va apparaître un besoin. Et en fonction de notre motivation à satisfaire ce besoin, on va développer des comportements. Et donc, c'est toute cette motivation qui va nous pousser à agir. Et on va agir en fonction de compétences et de valeurs que l'on a. Donc, il a constitué cette pyramide que vous connaissez sûrement, pas mal d'entre vous, c'est la pyramide des besoins de Maslow. Et donc là, en fait, il a situé des besoins en termes de besoins physiologiques. Hein, vous voyez, c'est les besoins élémentaires essentiels, dormir, se nourrir, boire, s'habiller. Les besoins de sécurité, qui sont des besoins de stabilité, de protection. Les besoins d'appartenance, pouvoir être intégré dans un groupe, avoir un statut social. Donc ça, ce sont les besoins fondamentaux. Et ensuite, les besoins d'estime, d'être reconnu, être aimé, être accepté par les autres. Et les besoins d'accomplissement de soi, se réaliser, s'épanouir, se développer personnellement. Ceux-là sont les besoins supérieurs. La théorie de Maslow repose sur le fait que pour pouvoir satisfaire les besoins supérieurs, il faut que les besoins fondamentaux soient déjà comblés. Et donc, on voit bien comment, avant de pouvoir se sentir accompli, on va devoir passer beaucoup d'étapes et selon effectivement les difficultés avec lesquelles on arrive, on va se concentrer d'abord sur les besoins physiologiques de sécurité et d'appartenance. Et les autres besoins, du coup, peut-être vont pouvoir être mis un petit peu de côté dans un premier temps et réapparaître de façon plus forte à d'autres temps, à d'autres moments du développement, mais aussi en fonction de comment les autres besoins fondamentaux seront déjà pris en compte ou pas. Donc là aussi, selon l'environnement, l'accompagnement sera plus ou moins aidant. Globalement, on voit bien que au travers de ces besoins, que les besoins principaux et que vous devez repérer également chez vos enfants, qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes, c'est ce besoin d'autonomie, c'est-à-dire que la personne va avoir besoin en fait de voir qu'elle a des capacités à faire des choses, qu'elle arrive à faire des choses et progressivement qu'elle arrive à faire des choix. Dans un deuxième temps, c'est un besoin de compétence, de se sentir du coup compétent, capable d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, et ce besoin de lien social qui est ce besoin de pouvoir être connecté avec des personnes qui sont importantes, d'avoir un groupe, d'avoir de la considération de la part de ce groupe et de la reconnaissance. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ces relations affectives et on voit bien que c'est vraiment les relations affectives, elles vont décrire ce lien que l'on va tisser avec des personnes auxquelles on va choisir de s'attacher plus qu'à d'autres. Et comment on va s'attacher à certaines personnes plus qu'à d'autres? Ça va être déjà à partir de ce besoin inné d'attachement que l'homme a, puisque sans une aide, il ne veut pas survivre. Et donc se sentir, que ses besoins élémentaires sont satisfaits, c'est ce besoin primaire dont on parlait. Et ces besoins, de la naissance jusqu'à notre fin de vie, ce besoin va rester immuable. Alors, il va évoluer, mais on aura toujours besoin de personnes avec qui on développe un attachement affectif.
Cet attachement affectif, il va avoir pour fonction la protection, le réconfort et la consolation. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'attacher les uns et les autres? Donc, on a vu la notion de proximité, de sécurité. Et ce qui va être très important aussi, c'est pour repérer l'attachement chez une personne, ça va être aussi comment la personne réagit en l'absence de la personne, de la figure d'attachement. Donc, toute personne qui va s'engager dans une interaction sociale qui dure dans le temps avec un enfant et qui va répondre à un besoin de réconfort pour cet enfant va devenir une figure d'attachement. Et cette figure d'attachement va du coup amener des réponses en fonction de l'environnement aussi dans lequel l'enfant est et les personnes, les figures d'attachement également. Donc l'enfant, à chaque fois qu'il va se retrouver en situation de stress ou de danger, il va avoir tout un tas d'éléments intérieurement qui vont se déclencher et il va manifester à l'extérieur. Selon les personnes qu'il va avoir autour et qui vont répondre à ses besoins, il va aussi intégrer, du coup, s'il peut trouver de l'aide, du réconfort ou pas, un apaisement de ses tensions. Donc, il va développer, à partir de ça, des formes d'attachement qui vont varier autour d'un attachement qui va être plus ou moins sécure. C'est la théorisation de Bowlby qui parle des attachements, vous avez peut-être entendu parler, attachements sécures, insécures, et dans les attachements sécures, différentes formes d'attachement insécures, ambivalents et évitants, désorganisés. Je reviens volontairement sur cette théorie parce qu'elle permet de comprendre comment déjà, en étant tout petit, en fonction des liens qu'on me propose autour de moi, comment je vais intégrer quelque chose de moi et de ma relation avec les autres, et comment par la suite, ces premières formes d'attachement vont influencer à la fois ma façon d'être avec mes pairs, mais aussi les autres adultes autour de moi, et aussi par la suite dans ma relation amoureuse et affective. Donc l'attachement sécure, c'est la forme d'attachement qui permet au nourrisson, quand il l'expérimente rapidement qu'il peut compter sur son parent. Que quand il a un problème, son parent est là pour le prendre dans ses bras, le consoler, le réconforter. Quand il y a une séparation avec son parent, sa figure d'attachement, son père ou sa mère, ou d'autres figures d'attachement qu'il a repérées, le moment de la séparation va être un moment de stress et de tension pour lui. Du coup, l'enfant va manifester qu'il n'est pas d'accord, pas content, pas bien, mais au retrouvailles avec la figure d'attachement, l'enfant pourra manifester du plaisir et retrouvera un apaisement. Donc, chez ces enfants qui développent un attachement sécure, on observe une meilleure estime de soi, excusez-moi, et une capacité à faire appel, à demander de l'aide quand il en a besoin. C'est des enfants aussi qui vont pouvoir s'éloigner plus facilement de leurs parents parce que quand ils vont se retourner, quand ils vont avoir besoin, le parent est là. Donc, du coup, ils vont explorer avec plus de facilité leur environnement. Ils vont intégrer que l'autre est fiable pour lui. Et du coup, tous ces éléments-là vont permettre de se séparer et d'explorer l'environnement tranquillement et avec fiabilité. Du coup, des personnes qui vont avoir ce style d'attachement sécure vont avoir une vision positive d'elles-mêmes et aussi des autres. Du coup, elles vont être capables d'avoir des relations intimes, stables et épanouissantes. Ils ne vont pas s'inquiéter d'être abandonnés ou d'être envahis par l'autre. Il n'y aura pas cette peur de l'intimité, ces angoisses d'abandon qui peuvent venir menacer le lien par la suite à l'âge adulte quand les relations affectives pointent leur nez. Ils vont être en mesure de gérer leurs émotions et aussi de demander de l'aide d'une façon adaptée. Donc, c'est la forme d'attachement qui est la plus saine et favorable au développement et à l'épanouissement. Bon, sauf que ça ne se passe pas tout le temps comme ça, pour de multiples raisons. Et donc, on peut aussi développer des attachements plutôt insécures. Parmi les attachements insécures, il y a l'attachement insécure ambivalent ou angoissé. Donc là, l'enfant, en situation de stress,
il se montre très ambivalent, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il a besoin d'être réconforté et rassuré, il résiste aussi au besoin de réassurance. Il augmente tous les signaux comme quoi il ne va pas bien, et il augmente aussi sa demande d'attachement, mais en même temps, quand on lui manifeste une réponse, eh bien, il va pouvoir, dans ce même mouvement, rejeter aussi l'aide qui va lui être apportée. Et il va avoir des difficultés à être réconforté, à se laisser aller. C'est parce que du coup, ces enfants, dans ces formes d'attachement-là, ont eu affaire à des parents qui vont être des fois disponibles et des fois pas disponibles pour maintes raisons, hein, qui justifient aussi les moments d'indisponibilité des parents. Mais s'il y a trop de moments comme ça d'alternance de disponibilité et d'indisponibilité, l'enfant, en fait, ne va pas pouvoir prévoir à quel moment il va pouvoir compter ou non sur son parent. Et de là va se développer chez lui cette crainte et ces inquiétudes qui vont pas lui permettre non plus de se séparer et d'explorer l'environnement facilement. Ça va être compliqué pour lui. Du coup, ces personnes qui ont cette forme d'attachement insécure ambivalent ont une vision négative d'elles-mêmes et une perception plutôt positive des autres. Du coup, ils vont craindre l'abandon, ils vont avoir besoin beaucoup des autres et par eux-mêmes, ils ne vont pas avoir développé des capacités à se rassurer et rapidement, du coup, ils vont développer des formes de dépendance dans la relation à l'autre. Ils vont avoir besoin d'attention, d'être réassurés tout le temps. C'est une insécurité, du coup, qui va pouvoir amener à avoir des comportements anxieux, possessifs, jaloux, et qui vont pouvoir étouffer la personne avec qui ils seront en lien, ou alors nuire à la qualité de la relation. L'autre forme d'attachement insécure, c'est l'attachement insécure évitant. Là, l'enfant, il ne fait pas appel aux autres à mesure que son stress augmente. Il va avoir intégré très rapidement, en fait, qu'il ne peut pas faire confiance aux autres et qu'il doit masquer sa détresse émotionnelle et qu'il doit se montrer invulnérable. Il va essayer de garder le contrôle, il ne va pas manifester de signaux de détresse. Du coup, l'aide n'arrivera pas en retour et ça viendra alimenter la croyance qu'il ne peut pas faire confiance aux autres et qu'il doit se débrouiller tout seul. Il est sûr de ne jamais pouvoir compter sur son parent. Ce type d'attachement insécure se développe dans des contextes où l'enfant a souvent affaire à un parent qui va être agressif ou méprisant. Et du coup, l'enfant, il va tenter, pour survivre, hein, et s'organiser, il va tenter en fait d'être plus fort et il va éviter d'exprimer ses émotions et ses besoins. Du coup, cette forme d'attachement va amener une vision très négative des autres et par contre une perception positive de soi-même. Donc ces personnes-là vont avoir du mal à établir des liens profonds avec les autres. Ils vont même avoir peur, hein, d'être trop intime avec l'autre, de se montrer, de trop exprimer. Ils vont souvent, du coup, présenter des facettes très indépendantes, autosuffisantes, et ils auront du mal, du coup, à demander de l'aide. Ces personnes, du coup, en cas de conflit ou de stress, auront tendance à se replier sur elles-mêmes et ça créera une distance, du coup, dans les relations avec les autres. Et enfin, il y a l'attachement insécure désorganisé. Alors là, c'est l'attachement le plus complexe et le plus perturbant. Ces personnes qui développent cet attachement-là ont une vision négative à la fois d'elles-mêmes et des autres. En général, elles ont vécu des expériences traumatiques avec des pertes affectives précoces pendant leur enfance. Et du coup, ils ne savent pas vraiment à quoi se rattacher. Ils ont des comportements très contradictoires. Ils peuvent être envahissants et distants en même temps, rechercher le contact et repousser en même temps, dans la difficulté à la fois de réguler leurs émotions et en même temps de ne rien montrer. Au final, ce sera des relations très chaotiques et instables. Donc, à partir de ces formes d'attachement, quels vont être les effets? Donc, on a bien vu qu'à partir des premiers liens et des premières interactions avec son entourage, l'enfant se construit un modèle des relations qu'il va avoir avec les autres en situation de stress et qui va aussi évoluer au fur et à mesure des nouvelles expériences avec ces figures d'attachement. L'enfant va donc à la fois créer un modèle de lui et aussi un modèle d'autrui. Et en grandissant, les relations qu'il va établir avec ses pairs, avec les autres personnes de sa famille, avec les professionnels autour de lui, vont aussi être colorées de ces premières formes d'attachement.
Et les modèles internes que l'enfant va développer vont déterminer aussi les croyances que l'enfant va avoir par rapport au monde qui l'entoure. Donc, les styles d'attachement que l'on développe sont à la fois en lien avec les prédispositions que l'enfant a au départ, son tempérament, et aussi la cohérence des réponses que l'environnement va lui proposer en situation de stress. À partir de ces formes d'attachement, il y a des stratégies adaptatives qui vont se développer. Et du coup, selon les stratégies d'adaptation, du coup, les croyances peuvent se renforcer et des facteurs de vulnérabilité aussi. Donc, par contre, les expériences traumatisantes qui vont venir se rajouter, les accidents, les violences, les deuils, ça peut aussi influencer négativement le développement de l'attachement et ça peut venir alimenter de l'insécurité et de l'impuissance qui va du coup se focaliser et cristalliser aussi les modèles internes de l'enfant. Donc, tous ces styles d'attachement sont des éléments fondamentaux qui vont influencer notre manière dont nous allons pouvoir nouer des liens affectifs avec les autres. Et ils sont à la fois le fruit des expériences qu'on a eues dans le passé et en même temps, ils façonnent notre façon de voir le monde. Donc, comprendre et connaître nos styles d'attachement vont permettre aussi de mieux saisir comment se nouent nos relations avec les autres et peut-être essayer à certains moments d'arranger des formes de relations, de les rendre plus épanouissantes et plus saines. Quand on a des troubles dans les habilités sociales, on va voir que rapidement, ces questions de lien vont être directement questionnées parce que ce manque de lien ou ce trop de lien a à voir avec notre capacité à comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, on voit bien que selon comment on est capable de percevoir les messages que l'autre va nous envoyer, comment on va être capable de choisir une réponse à ces messages, comment on va être en mesure de communiquer notre réponse et comment on va le faire dans une situation de façon plus ou moins appropriée dans la situation sociale, tout cela va avoir des impacts dans la relation avec l'autre. Et donc, rapidement, c'est la question de nos habilités sociales et de nos émotions qui vont être en jeu dans les relations avec les autres. Nos habilités sociales, elles vont être différentes selon notre âge, notre développement, nos capacités cognitives aussi. Et donc, par exemple, parmi les habilités sociales de base, voilà, il va y avoir tout ce qui a à voir avec savoir prendre soin de soi, hein, de son apparence, savoir écouter, commencer une conversation, se présenter, répondre au téléphone, remercier. Ça sont des habilités sociales de base. On voit que déjà, parmi ces habilités sociales de base, il y en a beaucoup qui demandent beaucoup de compréhension et d'accompagnement. Dans les habilités sociales avancées, c'est d'être en capacité de s'excuser, de donner ou de suivre des instructions, de demander ou offrir de l'aide, de partager des activités, de se préparer à une conversation. Au niveau de la régulation des émotions, il va falloir apprendre à identifier ses propres émotions, les émotions de l'autre, exprimer nos émotions, répondre aux provocations des uns et des autres, reconnaître quand c'est de l'humour ou si c'est de la moquerie, accepter l'échec. Au niveau de l'affirmation de soi, savoir formuler un refus, accepter un refus, faire une demande, répondre à une demande, faire une critique, répondre à une critique, résoudre un problème. Et enfin, au niveau des relations amicales et affectives, comment faire pour avoir des copains ou des amis, comment entreprendre une relation amoureuse. Donc, on voit bien que toutes ces habilités sociales sont excessivement complexes et que quand on est avec des enfants ou des adolescents ou des adultes présentant une déficience intellectuelle avec des troubles cognitifs associés,
ces habiletés sociales vont souvent être altérées et vont avoir besoin d'être accompagnées et rééduquées. Il en est de même par rapport à la régulation émotionnelle. Alors, la régulation émotionnelle, ça va correspondre à un processus par lequel les individus influencent quelles émotions ils ont, quand est-ce qu'ils les ont et comment ils les éprouvent et les expriment. Donc, dès la petite enfance, on va développer des stratégies de régulation émotionnelle qui vont être plus ou moins efficaces, qui vont nous permettre plus ou moins de se sentir bien avec les autres et avec soi-même. Et donc, c'est bien la capacité à reconnaître les expressions faciales émotionnelles qui serait une compétence fondamentale pour pouvoir construire les relations sociales. Or, on sait que voilà, cette capacité à reconnaître les émotions chez les autres, elle n'est pas forcément non plus immédiate et innée. Et que par contre, le fait d'interpréter de façon erronée les signaux émotionnels peuvent conduire à des comportements inadaptés. Pardon. Donc, une nécessité serait vraiment d'apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge à travailler sur ces aspects émotionnels. Donc, de pouvoir vraiment identifier quelles émotions ils peuvent avoir sur les autres, qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, de développer avec eux tout un vocabulaire permettant de leur mettre des mots sur les émotions, de leur apprendre à exprimer avec des mots plutôt que de mettre en acte. Et quand on exprime avec les mots, comment l'exprimer sans violence. Donc apprendre à dire ce que je ressens à l'autre pour qu'il comprenne de quoi j'ai besoin. Ça, c'est tout un axe d'accompagnement qu'on propose, nous, ici, avec les personnes, parce qu'on s'est rapidement on a rapidement compris que les problèmes de violence étaient en lien avec des surcharges émotionnelles qui n'étaient pas en mesure d'être exprimées de façon adaptée et que tous ces éléments de violence avaient des répercussions sur les liens avec les familles, les parents, les professionnels et les pairs et les amis et les amoureux. Et que donc, si on ne se focalisait pas sur cet aspect émotionnel, ben finalement, on se privait aussi de pouvoir permettre à la personne de se sentir mieux dans sa vie. Donc, un des aspects importants, ça va être d'apprendre à, quand mon émotion devient trop intense et me submerge, comment je vais pouvoir la décharger physiquement de façon adaptée. Parce qu'on nous apprend rapidement qu'on doit se calmer. Et comment se calmer quand on a encore beaucoup de tension. Eh bien, c'est ça qu'on propose. Donc, trouver des moyens physiques d'évacuer. Donc, ça, selon l'âge des personnes, et de leurs habitudes de vie aussi, on va développer différentes choses. Là, nous, on vous a proposé là une roue qui permet de se souvenir de ces différentes possibilités. Il y a taper dans un coussin. Il y a aller prendre l'air, il y a faire l'exercice du volcan, demander de l'aide, crier si besoin en étant dans un endroit où on se sent en sécurité. Ça peut être piétiner sur place, taper dans un ballon, froisser des morceaux de papier, gribouiller, voilà, selon l'environnement aussi. Et dans un deuxième temps, une fois que j'aurai appris à décharger de façon adaptée la tension que j'ai en moi, je pourrai commencer à essayer de m'apaiser par moi-même ou avec l'aide d'une tierce personne. Donc là aussi, cette roue permet un petit peu aussi de faire mémoire par rapport aux différents outils qu'on peut proposer, qui sont du coup de pouvoir trouver des moyens de réconfort et de réassurance, soit par la relaxation, la respiration, les traitements éventuellement, les activités occupationnelles. Et donc, ce qu'on va essayer de faire passer à tout le monde, c'est que derrière l'émotion, il y a toujours un besoin caché. Bon. Donc, vous vous souvenez, on parle des besoins, les besoins de lien, mais et les besoins fondamentaux qu'on a vus. Et donc, dans les besoins cachés derrière l'émotion, tant que ce besoin caché n'est pas satisfait, mon émotion va être là pour me dire que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. Et parmi ces besoins cachés, on retombe un peu sur la pyramide de Maslow, au niveau des besoins fondamentaux. Les besoins cachés globalement qu'on a, c'est toujours un besoin d'écoute, de compréhension,
de sécurité, de justice, de réparation. Et donc, même s'il n'y a pas toujours une satisfaction immédiate du besoin, dans la mesure où le besoin est identifié, exprimé, partagé et qu'il y a une recherche de solutions par rapport à ces besoins, l'émotion va pouvoir commencer à redescendre et au niveau de la capacité à penser et à comprendre et à réfléchir, la personne va pouvoir reprendre aussi un petit peu de contrôle. Alors, nos adolescents, il me reste combien de temps? J'ai fini. Nos adolescents, du coup, tout change pour eux, leur corps change. Alors, selon les difficultés de développement, des fois, l'entrée dans l'adolescence est un petit peu différée, décalée, mais à un moment donné, on va retrouver ce même processus, quel que soit l'âge. Ça va être un moment où le corps va changer. Au niveau psychologique, il va y avoir tout un tas de changements aussi, puisque là, il y a besoin de s'affirmer, de prendre de la distance avec la famille et les adultes, et avoir besoin de trouver un groupe d'appartenance, de se tourner vers les pairs. Et si jusque-là, il a été possible d'accompagner, protéger, superviser l'enfant dans ses relations avec les autres, eh bien, l'entrée à l'adolescence va aussi, en même temps que va permettre de s'affirmer, elle va aussi initier de nouveaux dangers et risques qui sont aussi très différents à notre époque qu'à l'époque des parents. Et donc, du coup, ça va être un petit peu difficile pour nous de les protéger de tout. Et parmi les risques principaux, il y a les réseaux sociaux. Et donc, j'attire votre attention dessus parce que même en ayant des développements différents, le téléphone, à un moment donné, tout le monde va l'avoir. Comment on va pouvoir limiter un petit peu les accès, comment on va accompagner. Je vois le temps, donc je vais passer un petit peu. Parce que parmi les réseaux sociaux, il peut y avoir des contenus choquants qui vont être exposés à nos adolescents ou plus jeunes. Et il va y avoir aussi tout un tas de défis dangereux. Ils adorent ça sur les réseaux sociaux, mettre tout un tas de challenges là qui en fait peuvent amener vraiment beaucoup de dangers pour les uns et les autres. Et nos jeunes n'auront pas forcément l'analyse nécessaire qui leur permettra de se distancier et pour appartenir à un groupe, pour être aimé, pour être apprécié, peut-être seront amenés à suivre des choses dangereuses pour eux. Dans les autres dangers, l'alcool, les drogues, le tabac, les troubles alimentaires et tout ce qui est violence cutanée auto-infligée, à savoir tout ce qui est lésions au niveau corporel, les marquages corporels, les blessures, les automutilations, scarifications, voilà, donc sans vouloir alarmer du tout non plus, c'est important de pouvoir communiquer avec eux sur les dangers des réseaux sociaux, alors au travers de peut-être d'outils qui pourraient être adaptés. Là, je vous montre une plaquette qu'on a faite qui va être refaite parce que depuis, on a travaillé, on a été sensibilisé à la méthode Falk, facile à lire et à comprendre. Et donc, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas du tout facile à lire et à comprendre. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir rendre plus lisible et accessible ces outils sur ces aspects-là. Et donc, après, la question de la sexualité avec la notion de consentement, mais ça, peut-être, on va pouvoir en parler plus sous la forme d'échange avec vous. Voilà. Je raccourcis un peu, excusez-moi. Je vous remercie pour votre attention. Merci.